Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Բելգահայի եթերում հայերի 100-ամյա ուղին Բելգիայում հաղորդումն է եւ նրա մշտական վարողներ Նիկոլա Դավիթյանը եւ Արմինե Հարեյանը. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Belgahai, sur Belgahai, 100 ans de parcours arménien, en compagnie d'Arminé Hareyan et de Nicolas Tavitian. Alors, chers auditeurs, vous le savez, nous invitons chaque semaine, pour chaque émission, une personne membre de la communauté arménienne, un Arménien de Belgique ou une Arménienne de Belgique. Nous voulons notamment vous présenter des gens qui ont des histoires particulièrement intéressantes à vous raconter, une vie particulièrement trépidante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voudrions vous présenter Madeleine Abidjan, qui habite déjà depuis longtemps en Belgique et qui va nous en dire davantage sur elle-même et sur son parcours. Bonjour Madeleine, puis-je vous inviter à parler de vous et qui êtes-vous et quelle est votre occupation? Oui, je suis donc Madeleine Grégory, mon nom de famille c'est Grégory. J'ai épousé John Abidjan et je suis née aux États-Unis à cause de la Deuxième Guerre parce que mon père avait la nationalité anglaise. Il était arménien de Julfa Ispahan et il a eu un parcours très intéressant. Il a été à une école anglaise en Inde et alors il est allé à Hong Kong pour vivre chez son oncle qui était diamantaire, aussi arménien évidemment. Et alors il est devenu anglais parce qu'étant né en Perse, je ne pense pas qu'il avait un passeport, il avait peut-être une pièce d'identité, mais devenir anglais pour lui était important. Et alors, avec la Deuxième Guerre, il est venu avant la Deuxième Guerre en Belgique, où il a épousé ma mère. Et voici les parents de ma mère. Et alors, bon, quand la guerre a éclaté, ils ont décidé de fuir aux États-Unis plutôt qu'aller en Angleterre ou en Écosse. Et là, je suis née. Mais mon frère et ma sœur sont nés à Anvers, en Belgique. Donc, mon père aussi était diamantaire. Et voilà, mon occupation, j'ai fait des études d'interprète et traductrice. Et j'ai travaillé pendant 13 ans. Et alors, j'ai rencontré mon mari et puis ça a diminué. La quantité de travail a beaucoup diminué. Et voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai dit peut-être trop de choses, mais on peut toujours éliminer. En réalité, pas assez, parce que finalement, comment est-ce que vous êtes... Donc, votre père a vécu en Belgique, oui. Il est parti aux États-Unis, et vous-même, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé en Belgique? Eh bien, je suis née à New York, et on est revenu en 1949, après la guerre, on est revenu à Anvers. Et c'est comme ça. Mais alors, ils nous ont envoyés à l'école en Angleterre pour pouvoir avoir cette discipline anglaise stricte que mon père estimait beaucoup. Et à l'époque, il n'y avait pas d'école anglaise en Belgique, donc ils nous ont envoyés en Angleterre, et tous les trois. Et voilà. Donc, mais je me sentais un peu différent par rapport à la Belgique. Je ne me sentais pas vraiment belge. Alors que je suis venue ici à 7 ans, je me sentais différente parce que j'avais cette éducation anglaise et je ne sais pas. Moi, je pense que ça aurait été une meilleure idée de nous envoyer à l'école ici. Et votre nationalité est belge? Non, je suis américaine. Toujours américaine, oui. Vos descendants viennent de 2 différentes villes, endroits, Istanbul et Ispahan, où le réseau des marchands arméniens est très puissant. Alors, ils étaient des marchands, vous avez déjà dit. Est-ce que vous pouvez approfondir un peu l'histoire? Eh bien, la réalité, c'est que mon grand-père était ébéniste. Il était très, très fort en sculpture de bois et il a même sculpté les portes de la cathédrale à Julfa, une partie en tout cas, ça je suis certaine.
Et donc, lui n'était pas un grand commerçant. Mais le frère de ma grand-mère paternelle était diamantaire à Hong Kong. Et c'est lui qui a un peu aidé pour les études à l'école en Inde, l'école anglaise. Et mon grand-père paternel, il est mort dans la grippe espagnole. Et donc, mon père il n'avait plus de père à l'âge de 7 ans. Donc, c'est l'oncle qui a beaucoup aidé. Et voilà. Donc, mais les familles arméniennes, on s'aide, oui. Et par après, j'ai vu que mon père a aussi aidé des membres de sa famille en Iran et qui sont restés là-bas et tout. Et il les a fait venir en Californie et tout ça. Ouais. Si je peux me permettre un commentaire, on retrouve dans ce parcours à partir de Julfa, donc qui est à Ispahan en Iran, et puis l'Inde, et puis Hong Kong, le parcours des marchands traditionnels arméniens de Julfa, qui était un réseau marchand très très étendu au XVIIe, au XVIIIe siècle, puis ensuite qui a survécu au XIXe et au début du XXe siècle, mais il n'était plus que l'ombre de lui-même. Et donc votre famille, enfin la famille de votre père, était clairement dans cette tradition, dans ces réseaux-là. Et puis c'est parce que ces réseaux marchands ont décliné au XIXe siècle à cause de l'Empire britannique. C'est l'Empire britannique qui a repris toute la région, mais les Arméniens sont restés. C'est pour ça qu'on trouve une présence arménienne très importante à Hong Kong et à Singapour aussi. Oui, il y avait des églises arméniennes à Singapour, notamment. À Hong Kong, je suppose aussi. Absolument. Oui. Et non, ils étaient très travailleurs, comme Alex a dit, très travailleurs. Ils voulaient... parce qu'ils ont perdu leur pays, hein. Mon père est venu en Iran sans doute quand il y a eu cette guerre entre l'Empire ottoman et la Perse. Et la Perse a gagné et a fait venir tout un village ou une ville d'Arméniens, une ville, Julfa, pour créer une ville en Perse et pour que les Arméniens enseignent leur capacité dans tout ce qui était artisanat, parce que les Arméniens étaient très forts, hein. Ils étaient très, très bons avec les mains et ensemble, ils étaient intelligents aussi, hein. Donc, oui. Alors, on va un peu changer de sujet. On va parler de votre mari, qui s'appelait John Abidjan, si je suis bien informé. Et il avait une profession un petit peu inhabituelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, donc il a travaillé pour le gouvernement américain. Et il a été envoyé partout dans le monde comme représentant de ce gouvernement, mais surtout dans la sécurité, l'intelligence, contre-intelligence, espionnage. Et il a eu une carrière très intéressante. Et à la fin de notre vie conjugale, il m'a dit qu'il avait été vraiment espion. Mais il ne voulait pas me le dire tout de suite. Je sais pas, il ne voulait pas que j'aie peur ou que... Et voilà, donc surtout les 2 ans qu'il a passé à Moscou, de 60 à 62, il était tout le temps poursuivi. Il recevait des secrets d'un Russe qui voulait passer de l'information aux Américains. Alors mon mari devait trouver un endroit où il pouvait recevoir les secrets. Et c'était très dangereux, mais il a eu la chance de ne pas être attrapé. Et voilà, parce que maintenant, c'est très sévère, hein. On les emprisonne en Sibérie, c'est terrible. Pour être libéré de ça, donc il n'a pas été attrapé. Mais alors, par exemple, une histoire, il voulait aller à Yerevan, hein, quand il était à Moscou. Et alors, il savait qu'il était poursuivi par le KGB, et il arrive à Yerevan, et il s'assied à un café, et il veut boire un tan. Et il adorait ça. Alors, c'était en été, il faisait très chaud. Il y avait des glaçons, comme ça, écrasés, petits morceaux. Alors, il a commencé à boire, et à la fin de la boisson, il a vu qu'il y avait des morceaux de verre coupés
parmi la glace et il s'est blessé la gorge. Et donc c'est ce qu'ils font maintenant. Ils font tout pour ce qui est arrivé maintenant à Prigojine. C'est de nouveau la même chose. Ils essayent de ennuyer, éliminer tout ce qu'on peut faire. Oui. C'est une profession dangereuse. Dangereuse, oui. Donc, pour approfondir un petit peu l'histoire de votre mari, avant notre émission, j'ai fait quand même un peu de recherche et j'ai fait des recherches aussi en russe. Et ce qui est très intéressant, ce que j'ai trouvé, que son surnom était en russe Krasavchik Armianin, qui signifie le beau gosse arménien. Donc, c'est une petite histoire pour continuer. Oui. Histoire. Et donc, quand vous l'avez rencontré, vous ne savez pas... Non, pas du tout. Pas du tout. C'était un homme très discret. Il parlait pas beaucoup, mais de temps en temps, il sortait quelque chose et alors tout le monde riait. Enfin, il avait un humour très sec, mais il était très, très gentil, très bon, toujours pour pardonner, jamais, et toujours encouragé. Oui. Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Eh bien, au mariage de la fille aînée de Jean et son Abadjan, Indra, qui a épousé Jean Borossian. C'est là qu'on s'est rencontrés. C'était un peu arrangé, mais quelques semaines avant, je me rappelle, Sona m'a téléphoné, elle a dit il y a quelqu'un qu'on voudrait vous présenter, est-ce que vous voulez venir manger chez nous? Alors je dis non, ça ne m'intéresse pas, non. Mais alors, quelques semaines plus tard, leur fille aînée devait se marier, allait se marier, et là on s'est rencontrés. Et c'était incroyable. Jean Abadjan était vraiment comique parce qu'il voulait absolument que ça réussisse. Et alors, John, il n'aimait pas danser. Il était à une table beaucoup plus loin que moi. Et alors, Jean Abadjan, il voyait que John ne voulait pas venir danser. Alors, il est allé à la table de mon mari, de John, et il a dit, mais pourquoi tu ne vas pas, parce qu'il m'a raconté après, pourquoi tu ne vas pas inviter Madeleine et tout ça? Regarde, elle est là. Elle dit, on s'est parlé avant. Et alors, John dit, oui, ça va, j'ai vu même ses gestes, oui, plus tard, comme ça, il faisait. Et alors, Jean Abadjan était comique, il a dit, si tu ne vas pas maintenant, je vais avoir une crise cardiaque. Et alors, il a fait comme ça. Et tout le monde, toute la table a vu, et on s'est marré après, quand il nous a raconté cette histoire. Oui. Et alors, il est venu, mais il détestait de danser, ses pieds étaient comme du plomb. Il n'avait aucune idée de rythme et alors moi, pour être gentil, à la fin, je sentais qu'il était terriblement mal à l'aise. Il dit, vous voulez pas encore danser? Alors il a dit, non. Et alors, c'était vraiment une rencontre fantastique, quoi. Oui. Et comment il vous a séduit? Eh bien, d'abord, je l'ai trouvé, il était un peu gros, mais je trouvais qu'il était bien, j'aimais bien sa personnalité et tout, on avait discuté. Alors, il a fait un régime, j'ai pas dit qu'il était gros, il a fait un régime pendant 3 semaines, cottage cheese et pineapple, ananas, rien que ça. Et alors, il a maigri, alors il est arrivé, il m'a téléphoné, j'étais au travail, et il a dit, vous voulez sortir à midi, on va déjeuner. Alors j'ai dit, non, je suis occupé, je n'ai très peu de temps à midi, qu'1 heure et demie. Alors il a dit, bon, alors le soir. Alors c'est venu comme ça. Et pendant ce premier repas, c'est lui qui m'a interrogé, mais c'était incroyable. Il voulait tout savoir. J'ai presque rien su de lui. Mais alors je lui ai dit, professionnel. Et alors après, je lui ai dit, mais c'est incroyable, moi je ne sais rien de toi. Oui. Et alors il a dit, il est parti en mission en Finlande, et il a dit, je te rappelle quand je reviens. Alors j'ai regardé le calendrier, il téléphonait pas. Alors moi je lui ai téléphoné, j'ai dit, et alors c'est comme ça que ça a commencé. Je crois que la femme doit montrer un certain enthousiasme.
Et parce qu'il avait été divorcé avant, il avait eu un court mariage de 2 ans avec une Américaine et leur mentalité n'était pas de tout assortie. Donc c'est ça l'histoire, c'est une belle histoire. Oui. Je suis reconnaissante parce que j'ai vraiment eu une expérience incroyable dans la vie. Je regrette rien. Oui. Est-ce que vous avez des histoires à raconter à propos de John et de son métier en particulier? En particulier, non, à part qu'il était espion et il devait, non seulement avec les Russes, mais dans son travail à l'OTAN, il devait surveiller tous les pays membres de l'OTAN, aller visiter, voir ce qui se passait, parler aux gens, pour voir s'il y avait un peu d'espionnage chez eux, si eux, ils passaient des secrets aux Russes, etc. Donc, c'était une grande responsabilité de ce poste. Oui. C'était toujours un Américain qui était dans ce poste à l'OTAN. Et il était dans le conseil du secrétaire général. Pour surveiller les pays européens. Pays européens, oui. Mais il y a eu des cas. Américains qui surveillent des Européens. Oui, tout le monde se surveille, ça c'est vrai. Oui. Madeleine, parlez-nous un peu de vous. Je sais que vous avez un hobby, c'est quoi Oui, quoi? Mes occupations. Enfin, je suis un peu vers la fin de ma vie maintenant, alors je continue la même vie que j'avais avec mon mari. Il avait acheté un appartement en Floride pour raison fiscale, parce qu'il ne voulait pas payer les taxes à Boston où il est né. Alors, il a pris la résidence en Floride. Alors, on allait 4 mois en Floride et 8 mois ici. Et alors, j'essaie de continuer. Je veux faire ce qu'on a fait ensemble et pas rester comme ça à ne rien faire. Enfin, j'aime beaucoup la vie en général. Je suis une personne heureuse. Je suis contente de ce que j'ai eu. Mais pour parler d'être arménien en Belgique, parce que j'ai entendu les questions, c'est un peu difficile parce que comme mon père était diamantaire, si je disais mon père diamantaire, un juif, tout de suite. Et alors ça me dérangeait parce que la culture arménienne, c'est tout à fait différent. Et bon, certaines personnes savaient ce que les personnes un peu plus instruites savaient ce que c'était l'Arménie. Mais beaucoup encore, ils ne sont pas conscients de ça. C'est incroyable. Donc on confondait les Arméniens avec les Juifs. Oui. Et surtout à cause du métier de diamantaire. Oui. Et presque toute ma famille est diamantaire. Du côté de ma mère, ma mère là. Donc, ça c'est ma mère ici. Ma mère, mon père. Oui, on voit une photo, c'est quoi, des années 50? Et ça, c'est nous trois, mon frère, ma sœur, en Amérique, où on a vécu jusqu'à 49. Et on est revenu en Belgique. Oui. Donc, et voilà, mon père, à ce moment, je crois que la Belgique était un plus grand centre pour le diamant, mais maintenant, c'est devenu New York. New York est vraiment le centre. Oui. Le plus important, je crois. Oui. Et voilà. Qu'est-ce que je dois bien. encore? Oui, mais vous aviez parlé des difficultés d'être... Ah oui, eh bien, oui. D'être arménien en Belgique. Oui. C'était un peu difficile, mais dans ma jeunesse, c'était plus facile parce que ma famille, notamment ma grand-mère ici, Makriné Takvorian Ipekjan, ça c'est mon grand-père Ipekjan, Makriné a fondé le Dignats à Anvers dans les années 20-25. Elle était présidente et alors ma mère, ma tante, Madame Hachikov, donc Madeleine Ipekjan, qui a épousé Hachikov, qui a fait l'église. Il y avait beaucoup d'activités. On avait des pique-niques, des barbecues, on avait des écoles de vacances pour les petits Arméniens à la mer. Donc, quand j'étais petite, je sentais plus mon arménité. Et pendant que j'étais mariée avec John aussi, on allait
aux soirées, on faisait les dîners, on avait des amis arméniens. Et alors le foyer, comme je vous ai dit, le foyer était à Uccle et c'était plus facile. Et c'était plus facile d'assister. Maintenant, c'est un peu loin de l'église, hein, c'est le foyer. Oui. Mais Lisa, elle se dévoue toujours pour m'inviter, pour m'amener et m'encourager à aller. Et ça, c'est bien. On la remercie. Bon, alors, vous avez commencé par votre famille à nous parler de vos liens avec la communauté arménienne, avec les institutions de la communauté arménienne. Vous voulez nous en dire davantage? Je sais que vous avez davantage à nous dire. Oui, ce que je voudrais surtout, ce dont je voudrais vraiment parler, c'est de l'église arménienne qui a été construite et terminée, consacrée en 1990. Et c'était mon oncle, M. Hachik Hachikov, qui a eu l'idée de construire cette église à Bruxelles parce qu'il estimait que la communauté avait besoin d'une église comme centre de la communauté. Et alors, j'étais un peu triste parce qu'au 30e anniversaire de l'église en 2020, dans le High, on n'a pas parlé de mon oncle. Et je suis certaine que les fidèles de l'Église, ce sont les gens qui sont arrivés plus récemment d'Arménie. Et je pense qu'eux, ils ne savent rien de M. Hachikov. Et c'est pour ça que je voudrais en parler. Et il est né, M. Hachikov, en Russie, à Odessa. Et après la révolution russe, il s'est échappé, il est parti. Il voulait aboutir en Belgique, mais il est resté un petit temps en Roumanie, quelques mois. Finalement, il a abouti en Belgique. Et là, il a rencontré son futur beau-père, M. Ipekjan Miran. Et M. Hachikov a commencé à travailler dans les perles. Et il a vraiment, vraiment réussi. C'était pas qu'il était un grand commerçant, mais il a eu beaucoup de chance parce qu'il a fait un voyage au Japon. Il a acheté une masse de perles et les prix des perles sont montés. Et alors, bon, ça c'était bien. Et alors, il voulait, surtout comme il n'avait pas d'enfant, il voulait que quelque chose reste de lui et de sa femme. Et voilà, je trouve ça admirable ce qu'ils ont fait. Parce que l'église n'est pas grande, mais ça sert pour des petits événements comme les funérailles, les baptêmes et autres, et Pâques et Noël. Oui. Donc, c'est une très belle construction, je trouve. Oui. Mardikian. Il faut préciser que... donc, d'abord, M. Hachikov n'est pas un donateur, mais le principal donateur pour l'Église. Oui, il y a eu d'autres donateurs, mais par le montant, je pense que c'était lui qui a donné le plus. Oui. D'autre part, c'est lui qui avait demandé l'anonymité au départ, mais qu'on se dit que maintenant, ça fait plusieurs décennies qu'il est décédé, je pense que ça peut se dire. Oui, il est temps de parce que je crois que les fidèles ne savent pas. Il y a une photo en bas dans la salle de conférence, mais il n'y a rien, il n'y a aucune explication que c'était lui qui a lancé l'idée et il a réalisé une très belle chose. Oui. Donc, oui, non, c'est... Oui. Donc, M. Hachikov, ce qui introduit quand même beaucoup de destinations dans la vie de votre famille. On vient d'ajouter Odessa, on avait déjà Hong Kong, on avait Julfa, Ispahan, on avait l'Inde, Constantinople, New York. Oui. Oui, j'ai de la famille encore, des cousins du côté de ma mère à Paris. Ils sont maintenant, je ne sais plus, j'ai oublié, Annecy. Alors, j'ai de la famille à New York, en Californie. Oui, on est vraiment éparpillés. Oui, mais tous les Arméniens sont un peu comme ça. Ils sont un peu... Et en Australie, j'ai de la famille. Parce qu'il y avait des cousins de mon père qui ont vécu à Hong Kong, qui sont partis en Australie. Et ils ont aussi travaillé le diamant. Et leurs descendants sont là toujours. Oui. Bon.
Savez-vous que la communauté arménienne de Belgique célèbre cette année le centenaire de sa fondation? Ce centenaire vous inspire-t-il l'une ou l'autre réflexion? Oui, je trouve que c'est magnifique cette idée. Je sais qu'il y aura un dîner et je vais y assister. J'ai demandé d'être avec Lisa. Et voilà, non, c'est une bonne chose. On doit respecter et célébrer ces choses-là, la communauté. Moi, ma famille, notamment, pas pour me vanter, mais mes grands-parents sont venus même avant le génocide en Belgique, parce qu'ils sentaient que en Constantinople, la vie pour les Arméniens était vraiment pas bien. Ils étaient discriminés, ils devaient payer plus de taxes, ils pouvaient pas célébrer leur messe. C'était vraiment difficile. Et alors, ils sont venus et ma grand-mère avait 17 ans quand elle est arrivée en Belgique et ils ont eu 9 enfants, tous nés en Belgique. Oui, c'était quelque chose. Donc pour vous, cette centenaire a Oui, une importance particulière. Oui, c'est sûr, parce que c'est les racines de cette communauté. Et ma famille a fait pas mal pour les Arméniens, surtout à Anvers, parce qu'ils sont arrivés à Anvers. Oui. Oui. Maintenant, il y a une question qu'on pose souvent, je crois toujours. On voudrait que vous nous parliez d'une tradition arménienne ou d'une pratique arménienne que vous cultivez, à laquelle vous tenez particulièrement, à laquelle vous êtes attaché. Oui, j'aime beaucoup la nourriture arménienne. J'aime bien me réunir avec des amis arméniens, mais j'aime beaucoup aller à l'église. Pas tous les dimanches, mais j'adore la musique, les chants. Je suis émue par tout ça. Et parce que ça remonte très loin, hein, cette tradition de la messe. Et c'est magnifique parce qu'ici, maintenant, on fait moitié français et moitié arménien pour faciliter. Mm-hmm. Et maintenant, j'apprends que vous avez une école ici et tout. C'est magnifique. Oui. Bravo. Oui. Et pour terminer, qui voudriez-vous que nous interviewerons lors de notre prochaine émission? Ah oui, eh bien, quelqu'un un peu de ma génération, Christian Vrouir, avec qui j'ai un peu grandi. Hein, il est d'Anvers et je le voyais aux fêtes arméniennes, au pique-nique, à la messe et tout ça, oui. Oui, ce serait très bonne chose. Eh bien, Christian Vrouir, ce sera. Ce sera. Il est d'Anvers, si je ne me trompe pas d'ailleurs. Voilà, oui. Madeleine, merci beaucoup pour cette interview très, très intéressante. Merci pour nous venir à notre bureau. Դեին սիրելի ունկնդիրներ, այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Հետևեք Բելգահայի եւ Բելգիայի հայերի կոմիտեի Facebook-յան էջերին մեր հաջորդ հաղորդումներին տեղյակ լինելու ակնկալիքով։ Ցտեսություն։ Alors voilà, chers auditeurs, cette émission se termine. J'espère que cette rencontre avec Madeleine Habidian vous aura intéressé. Nous serions ravis d'avoir vos réactions, comme d'habitude, comme à chaque émission, soit par notre adresse email que vous connaissez bien maintenant, 100 ans de parcours arménien @gmail.com, ou sur Facebook, ou par Belgahai. Et surtout, ne manquez pas notre prochain rendez-vous sur Belgahai. À la prochaine fois.